Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Ça fait quelques mois que Kodak a sorti sa Gold 200 en 120 et j'avais été surpris par cette sortie. Aujourd'hui, on est à l'atelier argentique et j'ai ramené 2 pellicules à Camille pour les faire développer et scanner pour savoir enfin qu'est-ce qu'elle vaut cette Gold 200. Alors c'est parti. Dès la sortie de la Gold 200 en moyen format, j'ai reçu de la part de Digit Photo un pack pour la tester. J'ai profité de mon passage à Paris pour charger un premier rouleau que j'ai shooté à 200 ASA avec mon Mamiya M645. Pour le deuxième rouleau, j'étais à Nantes et j'ai testé en l'exposant un stop au-dessus comme si c'était une 100 ASA, ne sachant pas si elle pouvait encaisser la surexposition. Je voulais l'avis de quelqu'un qui a l'habitude de traiter des films en développement et en numérisation. C'est pour ça que j'ai rejoint Camille qui travaille à l'atelier argentique à Nantes pour avoir un avis extérieur du mien sur cette Gold 200 en moyen format. Un film que j'ai shooté à 200 et l'autre que je me suis dit tiens je vais shooter à 100, je vais voir ce que ça dit. Okay. Est-ce que tu penses qu'on le prend en compte au dev ou pas forcément? Alors du coup là il n'y a pas vraiment besoin parce que les films couleurs ont une certaine dynamique et souplesse pour accepter une petite surexposition, une petite sous-exposition. Si on fait un développement manuel, ça peut influer aussi sur la colorimétrie. Ouais. Là l'idée, comme c'est pour comparer aussi l'ensemble, que ça soit développé, même chimie, même temps, ça permet de faire une vraie comparaison. Et les films l'acceptent largement à un diaph, il n'y a pas de souci. Tu le sens, tu sentiras évidemment une différence de dynamique, mais ça l'accepte tout à fait. D'accord, ok. En fait, la pellicule à la base, elle est protégée par un genre de truc comme ça. En fait, le film, il est là-dedans, quoi. Et on l'a retiré de là-dedans pour pouvoir le mettre là. Et là, il est là. Tous les films couleurs que vous développez à l'atelier passent par cette machine. Globalement, tout ce qui est développé... La phase de développement se fera en machine pour les 2 pellicules avec les mêmes temps de développement. C'est développé, blanchi, fixé, lavé, séché. Cette planche-là, elle passe en première, les films y passent dans tous les bains. Quelques minutes plus tard, les pellicules sortent sèches de la machine et je peux enfin découvrir mes images sur le négatif. C'est nice. C'est comment? C'est comme ça? Non. Ouais, c'est comme ça. Juste tu fais gaffe, tu peux la passer là-devant en biais. Oh my god. Ça a l'air bien exposé. Ça va? C'est pas mal. Ça a l'air sombre. Enfin, du coup clair. Non, tu vois vraiment la différence effectivement du diaph. C'est vrai que c'est flagrant. Et je me rends compte que les 2 films sont un peu plus surexposés que prévu. Un peu pas mal, hein. Ouais. Même celle à 200, t'aurais pas été... Sur le Mamiya, même quand je suis au milieu là, sur le 645, j'ai l'impression qu'il aime bien mettre une petite... T'as quoi comme cellule? J'ai celle du prisme. J'ai toujours eu un peu cette impression que genre ça surexe un peu quand même. T'as vu la gueule des ombres? Comment elles sont tranchées? C'est vrai. C'était que ça quoi. Comme t'as une cellule qui est un petit peu optimiste, c'est un peu plus qu'un stop. J'ai un peu un stop et demi quoi. C'est ça. En gros, comme ton film normalement qui est à 200, il a l'air d'être déjà un petit peu surex. Du coup, ton film avec un stop en plus, lui, il est bien surex. D'accord. Ça se voit au scan puisque c'est plus léger, qu'on perd du coup de la matière dans les ombres, on perd un peu de contraste. Et, voilà. Pour en avoir vu d'autres qui sont un peu moins surex, ça se base très bien en dynamique, tout ça, c'est pas mal du tout. Ok. Comme j'ai fait les photos par temps très ensoleillé et que le calcul d'exposition de la cellule de mon Mamiya a une tendance à surexposer, ça explique pourquoi les négatifs sont plus foncés même sur la pellicule exposée à 200 ASA. Mais en regardant de près le négatif, on remarque quelques micro-rayures. Il y a des petites micro-rayures. Ok. Et c'est un peu découpé, c'est pas des micro-rayures tout du long, c'est que tu as des toutes petites... Là tu les as là aussi. Ouais, je les vois. Voilà. Et ça? C'est une caractéristique de quelque chose? Ça ressemble un peu à de la lomographie sans. Enfin de la lomographie. Et après du coup les surfaces lomo sont un petit peu comme ça avec des micro-rayures. Et c'est les mêmes textures de film, c'est les mêmes bases. C'est pas tout à fait le même film, mais on est d'accord qu'on partirait peut-être sur un même type de production, un même type de film. Enfin, moi, c'est ce que je me disais quand la Gold 200 elle est sortie, c'est qu'elle venait directement sur les plates-bandes des films Lomo en termes de gamme de prix et de rendu. Voilà, c'est pas exactement la même colorimétrie, ce que je me disais. Micro-rayures de surface, c'est récurrent chez les Lomo 100 et là, toutes les Gold 200 que nous on a eu l'occasion de développer, à part 2 qui avaient presque rien, il y a eu sur chaque Gold 200
des micro-rayures. Parce qu'on connaît notre chaîne de production, donc je sais que ça vient pas du boîtier. On entretient bien nos machines, on passe pas mal de films, donc on a un point de comparaison aussi avec tout ça. Et pour avoir du coup déjà développé quelques gold, et ben c'est quelque chose qui s'est très vite retrouvé. Il y a quelques... Oui, il y a une récurrence. Il y a une récurrence. Il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont plus. Ça vient de la prod du film. Ok, clairement. Le fait que ces micro-rayures soient présentes sur la Gold comme sur les films Lomo ne m'a pas surpris parce que... On savait déjà que les films Lomo étaient produits par Kodak. Enfin, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de secret là-dessus. Oui, non, c'est pas un secret. C'est les usines Kodak. En même temps, il y a 3 usines qui font de la couleur dans le monde. Donc voilà, faut pas avoir fait maths sup pour capter que d'où ça vient. La plupart du temps, les micro-rayures, globalement, se voient pas vraiment. Quand elles sont vraiment juste en surface, honnêtement, ça se voit pas forcément. Ça peut se voir quand tu fais un scan très poussé, par exemple à l'Imacon, où là, tu vas potentiellement les voir un petit peu plus. Mais même au tirage, généralement, ça ressort pas vraiment. Oui, là, il est déjà scanné. Non, il est en train de scanner. Là, il est en train de scanner. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est un pré-scan. En gros, quand on le met dans le scanner, il fait un pré-scan en basse def pour nous donner la preview et nous faire les réglages. Et en fait, quand il ressort, c'est le moment de scanner le film pour voir enfin des images en positif et savoir si j'aime le rendu de cette pellicule. C'est celui que j'ai shooté à 100, je sais pas, je me suis dit, oh allez, si on surexposait. Pendant qu'on s'occupe de la numérisation, je voulais prendre 2 minutes pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous ne faites pas partie de ces personnes, sachez que si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous aurez accès aux vidéos en avant-première, aux coulisses de la chaîne. À partir d'un certain montant, il y a des personnes qui reçoivent des pellicules. Et ouais, c'est le moment de me soutenir, le lien est juste là. Je vous laisse découvrir les images de la Gold 200, mais au moment de la numérisation, on s'est rendu compte que le film avait une texture un peu différente des autres films. On remarque que le négatif est particulièrement fin et souple. C'est dû à un changement généralisé des matériaux de production des pellicules vers du PET. Faut pas se laisser avoir par le fait que c'est un film plus fin, qui a l'air plus souple, il est tout aussi résistant. Ah, c'est pour ça que le film il me paraissait plus fin et un peu plus souple. Ouais, il paraît un peu plus souple, un peu plus malléable. Ouais. Et du coup, ça se déchire moins facilement par contre. Ok. C'est une base qui est pas mal, ils sont en train de transformer, presque tous les films sont en train de passer sur du PET. Ah ok. Après c'est des questions aussi de coût de production si tu veux. Ouais. Il y a ça qui change sur ces supports là, c'est le PET en fait doit être un petit peu moins cher si je me souviens bien en coût de production. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont en train de changer tout ça. Et ça a l'air de se généraliser, on l'a vu sur des films 35 mm que ça passait en PET, en tout cas chez Kodak. Ouais, il y en a plein qui sont passés en PET. En termes de rendu par rapport au référentiel 35 mm, si on veut, de ce qu'on attend d'une Gold, ça reste quand même dans Ça reste dans les tonalités chaudes, ça reste dans le référentiel Gold. Ouais. Et ça se compare pas en termes de grains, parce qu'entre un 120 et un 135, ça serait aberrant de faire une comparaison. Dans format 120, dans tous les cas, tu as un grain beaucoup plus fin. Ouais, c'est une pellicule que j'affectionne pas forcément, particulièrement en 135. Ouais. Je suis plus sensible au 120. Oui, puis là, on sent très clairement qu'il est 14-15 heures. Bah, c'est après qu'on les mangeait ensemble l'autre jour. Quand on est parti avec Cassandre, j'ai shooté la Gold à 100. Il faisait un soleil de fou. Bah, tu vois. Ah bah, ça se voit. Et ça sent en fait qu'on était genre après-midi hyper ensoleillé. Ouais. Donc la Gold, c'est peut-être bien pas trop la surex non plus. En fait, ouais. Du coup, on perd en dynamique du film. Ah ouais, c'est qu'on a quelque chose qui est du coup beaucoup plus plat que ce qui pourrait être. Si on essaye d'avoir des basses lumières plus normales, en fait on va perdre le ciel, en fait ça extrapole en gros les informations. Du coup t'as pas d'ombre assez marquée. Oui, c'est que même les ombres du coup sont un peu légères quoi, quand tout est un peu surex. C'est ça, toutes les ombres sont légères quand c'est surex. J'ai l'impression qu'aussi la question qui se pose c'est est-ce que c'est une bonne alternative à la Portra? J'ai pas une affection particulière pour la Portra et vu le coût qu'elle a, est-ce que la Gold 200 est une bonne alternative à la Portra? De ce que je vois, oui. Ouais, c'est quand tu fais du 120 et que tu veux pas mettre un budget trop élevé, c'est vraiment, c'est très bien. C'est un très bon film entre guillemets. Entrée de gamme. Entrée de gamme sans c'est ça, un film à 12 balles entrée de gamme. Il y a un bon rendu, ça garde pas mal la tonalité un petit peu chaude des Kodak, il peut y avoir un bon contraste aussi. Bon là comme c'est un tout petit peu surex, on a un peu moins de dynamique, mais pour en avoir vu d'autres, elle a vraiment un très chouette rendu. En comparaison avec les gammes Lomographie, pour moi c'est vrai que c'est assez similaire en termes de qualité de film, en termes de rendu de film. La Lomo 100 elle est un peu moins chère aujourd'hui et en vrai on voit que la diff entre shooter à 100 ou shooter à 200, un équivalent ce serait shooter la Lomo 400 à 200.
Après, ce qui peut être bien sur ce genre de produit quand ça sort, c'est que ça peut permettre aux gens qui ont envie de faire du 120, mais pour qui ce qui est portrait, c'est un peu cher. Ouais. Bon, il y avait la lomographie pour commencer, mais ça peut permettre de faire du 120 couleurs pour des gens qui n'ont pas envie de mettre un budget trop important et de ne pas refroidir trop les gens à faire du 120. Oui. Parce qu'effectivement, ça a un coût un petit peu plus important à l'image. Après, ça a une qualité, ça a une autre façon de shooter. Oui, c'est quand même un monde le moyen format. Ça peut permettre de dynamiser aussi tout ce qui est shoot en 120. Shoot en 120, ça peut être très bien aussi. Carrément, l'annonce d'une sortie d'un nouveau film par les marques en 2022, après multiples hausses de prix, ça nous permet nous quand même de nous dire bon bah la photo argentique n'est pas entièrement en train de mourir, ils nous ont pas abandonné sur un bord de route en disant débrouillez-vous avec ce qui reste. D'un côté Fuji arrête des films, mais de l'autre Kodak continue d'en faire, et Lomo de sortir des films plus alambiqués les uns que les autres, et deux marques d'émerger. Là t'as le CN2 qui sort vachement et tout. T'as une certaine dynamique, t'as pas mal de choses qui se passent quand même. Si on peut récupérer quelques petits films couleur 135 bientôt. De temps en temps, ce serait pas mal, c'est clair. Elle est cool cette vue. Ah ouais. Elle est pas mal. Avec le mouvement, bah oui, j'avais envie de... J'aime bien moi le sorti avec les gens. Les gens qui sont dans le flou. Si, c'est celle-là que je veux voir moi. Si on fait du tirage avec, j'aimerais bien voir ce qu'elle donne au tirage celle-là. Ouais, et puis en plus le film le plus surex, les BIM. C'est une galère un peu? Non, celle-ci ça devrait aller. Tant qu'on fait pas des temps de pause de 40 secondes, ça va. Non, ça devrait aller. On va faire le tirage. Ah, mais on va faire le tirage. J'espère bien qu'on va faire le tirage. Dès que la nouvelle machine revient, on fait le tirage. D'accord, trop bien. Trop cool. Avec plaisir. Si vous voulez un épisode 2 où on met la Gold 200 dans un agrandisseur pour voir ce qu'elle donne au tirage, dites-le nous en commentaire et on vous prépare ça. Vous pouvez retrouver l'atelier argentique à Nantes et sur Instagram. Je tiens à remercier Digit Photo de m'avoir envoyé ces pellicules, et si vous voulez tester vous-même la Gold 200, le lien est en description. Et si vous avez aimé le rendu de la Gold 200, je vous conseille de regarder cette vidéo.